Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à une autre émission de Brochu en direct en ce lundi 27 juin. Pour vous, ce soir, le titre de sa capsule, la fin de l'immigration au Québec. Alors, sans tarder, j'ai avec moi Monsieur Jean-Jacques Nantel. Monsieur Nantel, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité encore une fois. Vous, là, ce soir, vous avez un titre quand même là qui est assez surprenant, la fin de l'immigration au Québec. Tout le monde nous dit que la crise économique qui s'en vient va provoquer des vagues d'immigration un peu partout et que l'Occident sera pas épargné. Et vous, ce soir, vous allez venir nous expliquer que il y aura la fin de l'immigration au Québec. Allez-y, je vous laisse parler. Bon, voici... ouais, on appelle ça un paradigme. Les gens sont habitués au Québec depuis des siècles, 200, enfin c'est 400 ans depuis le début, à ce qu'il y ait toujours de l'immigration. Comme si l'immigration, ça allait durer éternellement, ça ne s'arrête jamais, c'est impossible d'empêcher, voyons. Il y a des causes à l'immigration, puis il y a des façons de la réguler. Il suffit pas de... Il faut juste comprendre quelles sont les causes de l'immigration. Bon, essentiellement, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, comme d'habitude, je vais partir du point de vue général, puis je vais me rendre vers le particulier, c'est-à-dire dans le cas du Québec. Une chose à laquelle j'insiste tout le temps, c'est que sur la planète, il y a des pays naturels. Des pays naturels, c'est des pays qui servent c'est des pays qui sont appuyés sur la géographie, qui sont très économiques au niveau énergétique. Comme je dis souvent, ça ressemble à des cuvettes, un pays naturel, mais évidemment, la géographie, c'est n'importe quoi. Les montagnes sont n'importe où, les déserts, les lacs, les océans. Mais ça existe quand même parce que c'est une question d'économie d'énergie. C'est un phénomène de cuvette qui descend vers un terrain plat, qui ramène toutes les matières premières et tous les produits qu'on veut modifier dans les villes qui sont installés dans le centre d'une cuvette, souvent près d'un fleuve, etc. Beaucoup de gens sont au courant de ce que je veux dire par là. Ce qui est frappant avec les pays naturels, c'est qu'on a des exemples multiples dans l'histoire où vous avez eu un chamboulement, un chambardement complet de la politique, les frontières ont sauté, les pays ont disparu pour finalement réapparaître. Le meilleur exemple, c'est l'Empire romain. Dans l'Empire romain, vous aviez l'Italie. L'Italie est réapparue. Vous aviez l'Hispanie, l'Espagne d'aujourd'hui, la Lusitanie, qui est le Portugal d'aujourd'hui, ça c'est vraiment frappant. Le Portugal est réapparu malgré plus de 1000 ans d'histoire après l'Empire romain. Vous aviez la Grèce, vous aviez l'Égypte, vous aviez dans l'Afrique du Nord, ça date d'avant les Romains, vous aviez une division tripartite en 3 pays qui étaient la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, mais ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait l'Ifriqiya dans le cas de la Tunisie, etc. Vous avez des pays qui existent depuis le début de l'histoire, toujours sur le même territoire. Je parlais de la Grèce tantôt, la Syrie est encore un endroit où elle était dans le temps des pharaons. Israël est réapparu au même endroit. Vous avez la Perse sur les montagnes, l'Elbrus, tout ça. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez en tout cas, l'Arménie, la Géorgie, des petits pays, mais qui ont survécu quand même. Ça, c'est des pays naturels qui font que pour des raisons d'économie d'énergie, ils finissent par réapparaître dans l'histoire. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des échanges de population entre les pays naturels? Ça, c'est la vraie question qui nous intéresse. D'abord, si vous présentez la première photo que je donne, vous avez un pays qui est très spécial sur la planète, qui s'appelle le Québec. C'est un pays naturel. Si vous regardez bien, là, la partie rouge que j'ai mise au nord, c'est la partie qui est presque vide. C'est un désert qui va jusqu'au pôle Nord et même au-delà, évidemment. Le Québec habité, où il y a beaucoup de gens, est séparé de la partie habitée des États-Unis par les Appalaches, par les Adirondacks. Vous avez également le golfe du Saint-Laurent qui est complètement vide. Alors, vous avez le nord du Québec qui est vide, le golfe du Saint-Laurent qui est vide, la région des Appalaches qui est presque vide, les Adirondacks qui sont complètement vides. Et vous avez à l'ouest une zone relativement vide, un vide relatif. Les gens vont dire, oui, mais il y a Ottawa. Ottawa est une ville artificielle. Ce n'est pas une ville naturelle, ça n'a rien à voir avec un pays naturel. La ville d'Ottawa est tellement artificielle qu'elle n'a pas de port, même si l'Outaouais est navigable. Alors, le Québec est un pays qui est naturel.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'immigration entre les différents pays naturels? La première raison, c'est bien sûr, c'est l'économie. Alors, l'économie, c'est que si vous avez des pays pauvres, bon, je veux dire, l'économie et le surpeuplement. Si vous avez un continent surpeuplé et pauvre, puis l'Europe, et que vous avez un continent vide et riche, comme l'Amérique du Nord, bien, vous allez automatiquement avoir une tendance naturelle à faire de l'immigration du premier vers le second. Quand l'Europe est redevenue riche, ben là, c'est l'Amérique latine qui s'est mise à se déverser sur l'Amérique du Nord, le même phénomène, et également l'Asie. Et tous ces pays-là autour de nous se sont enrichis. Vous avez au niveau de l'économie, c'est l'économie qui guide l'immigration. Les immigrants vont naturellement de la pauvreté vers la richesse. Ça, c'est un phénomène naturel. Ce n'est pas un phénomène que les hommes produisent, là. C'est quelque chose qui arrive, et il y a un pays qui se développe pour une raison ou une autre, les autres, tout le monde essaie d'entrer. C'est ça. Ce qu'on appelle, quand on dit qu'il y a un continent qui se déverse sur un autre, on appelle ça une pression démographique. C'est simplement qu'il y a beaucoup de pauvres qui veulent aller vers la richesse. Ce qu'il faut comprendre également sur l'immigration, puis ça c'est très important de le savoir, c'est que l'argent qui finance l'émigration de gens pauvres vers un continent riche, elle provient du continent riche. Ce qui arrive, c'est qu'un premier immigrant rentre dans le pays, s'installe, fait le plus d'argent qu'il peut, il vit dans un petit appartement avec 7 de ses copains. Puis quand, au bout de 6 mois, il y a de l'argent pour faire venir son frère, il fait venir son frère. Puis là, ils se mettent à faire la même chose à deux. Là, ils font venir leur femme. Après, ils font venir les enfants. Puis là, ben, c'est une tête de pont. Mais l'argent de l'immigration provient du pays de destination. C'est dans la vaste majorité des cas. Et ça, c'est un phénomène très important. Autrement dit, si le pays de destination s'appauvrit beaucoup, qu'il n'y a plus de job, ben, l'immigrant qui rentre ici a tellement de difficultés à juste vivre pour lui-même parce que le pays est appauvri qu'il n'essaye même pas de faire venir sa famille. Il dit « Restez chez vous, c'est aussi pauvre ici que beaucoup d'immigrants se plaignent que Montréal est de plus en plus sale, que ça commence à puer. En passant, j'ai été dans le Vieux-Montréal en fin de semaine, et le Vieux-Montréal qui est censé attirer les touristes sent mauvais. Alors, je ne sais pas ce que fait Valérie Plante. Il faudrait qu'elle aille nettoyer ça. Monsieur Nantel, j'aurais juste une petite remarque pour vous. Dans le contexte du Québec, même s'il y a une crise économique, l'immigration est un outil politique du fédéral. C'est un phénomène, si on était dans un pays normal où on avait le contrôle de tous nos leviers, votre affirmation serait vraie. Mais si le fédéral, lui, décide de continuer à nous en envoyer, même si l'économie se porte pas bien, dans un but politique de nous ethnocider, c'est dans le contexte d'un pays normal que vous parlez là. Écoutez, on vient de parler d'Ottawa, qui est une ville artificielle posée dans le milieu d'un pays où il n'est pas censé être. Parce que c'est une ville artificielle qui s'en part, qui a juste des consommateurs, des fonctionnaires, font rien. C'est la même chose. Si vous faites entrer de force dans un pays pauvre des immigrants, ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller parce que la richesse est ailleurs. Et c'est ce qui donne l'existence du Québec. On était 60 000, il faut se rendre compte de ça. On était 60 000 quand on a été ratiboisés, complètement massacrés par les Anglais, qui ont décidé dès le départ, on va les faire disparaître. Puis là, ben, les gens, comme ils nous ont appauvris artificiellement, ben, les gens ont commencé à se faire sur les terres, à faire des enfants, puis ils ont rempli le Québec. Puis quand le Québec a été suffisamment rempli, puis qu'ils ont commencé à manquer de terres agricoles, vous avez eu la révolte de 1837-38, qui a été provoquée, entre autres, par de mauvaises récoltes, puis par le manque de terre. Puis par après, les Québécois ont foutu le camp. De 1840 à 1930, les Québécois, parce que le Québec était trop pauvre, ont foutu le camp aux États-Unis, ont foutu le camp dans l'Ouest canadien, la moitié de la population. Alors, les immigrants qui rentraient ici de force, ça date de 262 ans, la volonté de détruire le peuple québécois. Les immigrants qui nous imposaient de force, puis qui venaient ici, puis qui sont toujours mis avec le plus fort contre le plus faible, au lieu de défendre le bien, défendre l'indépendance comme ils le font dans leur pays d'origine, ils se retournent contre nous parce qu'ils se mettent avec les plus riches, contre les plus faibles, parce qu'ils sont venus ici pour s'enrichir, ils ne sont pas venus ici pour nous aider. Alors, la volonté définitive, écrite dans des rapports comme le rapport Durham, avec toute la puissance du plus grand empire qui a jamais existé, ont été incapables de détruire un peuple de 60 000 habitants, au point où, quand on a fait le référendum en 1995, on était à 82 % de la population. Les immigrants au Québec qui rentrent
pouvez les faire rentrer tant que vous voulez, comme maintenant, là, ils ouvrent le chemin du Rhum pour nuire, faire le mal, détruire un peuple, ce qui est interdit par l'ONU. C'est interdit, c'est une intention criminelle. Puis les Canadiens anglais l'ont, mais c'est censé être beau parce que c'est un peuple blanc. Bon, en tout cas, mais c'est pas acceptable. Alors, quand vous avez, en Amérique du Nord, l'Amérique du Nord, aujourd'hui, elle s'appauvrit. Elle s'appauvrit très vite. Le Québec aussi, j'ai été à côté, j'ai passé une soirée à Château-Champlain, j'ai été voir les chambres, tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. À côté du Château-Champlain, vous avez une rue qui est toute détruite. Je me promenais avec mon vélo là-dedans, puis il y a des trous, ils ne réparent pas ça. Montréal s'appauvrit. On ne parle plus de Montréal des années 70 avec Jean Drapeau, là. On parle de Montréal qui est en train de s'appauvrir, qui est en train de se détruire. Puis la moitié des immigrants non francophones au Québec ont exprimé l'intention dans un sondage de quitter le Québec. Alors, vous voyez que ça ne marche pas très fort, leur système. Alors que nous, moi, je suis bien au Québec, c'est mon pays, ma patrie, je reste là. Puis on occupe toutes les régions, y compris Montréal. Alors, tôt ou tard, si l'immigration s'arrête en Amérique du Nord, l'immigration, qui est la loi démographique de base au Québec, si tous les immigrants qui sont entrés au Québec étaient restés, on serait 30 millions au Québec, on ne parlerait plus français, les Québécois, ce serait un mélange de n'importe quoi dans le monde. Depuis très longtemps, on aurait disparu. On était 60 000. Bon, aujourd'hui, on est 100 fois plus de 6 millions de francophones pure souche, là, enfin, comme on voudra le dire, mais ils n'ont pas réussi à nous détruire. Alors, c'est ce que je dis, c'est que dans le monde, il y a un autre phénomène, on parle d'immigration internationale, c'est ça qui frappe les gens. Il y a une immigration qui est encore plus importante, normalement, que l'immigration internationale, c'est l'immigration à l'intérieur d'un pays. À l'intérieur d'un pays, ça c'est de la géopolitique pure, les immigrants, ils viennent des campagnes. Puis en fait, ce qui se passe à l'international, c'est la même chose. Ce sont des gens qui viennent des campagnes dans le tiers-monde, qui vont dans leur ville régionale, dans leur pays, puis qui disent « Ah, regardons ça, c'est possible de rentrer par le chemin Roxham au Québec. » Puis là, ils prennent l'avion, puis ils rentrent par le chemin Roxham. Mais c'est le même phénomène des campagnes qui nourrissent les villes. Sauf que là, ils passent par la ville de leur pays d'origine, que ce soit le Niger ou la France ou n'importe où, la Colombie. Ils vont dans leur ville, ils s'en vont dans la capitale, ils prennent l'avion, ils rentrent à New York, ils vont au chemin Roxham, puis ils rentrent, puis là, ils viennent se mettre sur nos impôts, nos pensions de l'IS, en fait. C'est une vraie catastrophe économique. Mais il y a une intention criminelle derrière ça, il ne faut pas s'étonner. Alors, les villes dans le monde entier, à travers l'histoire, c'est des trous noirs. Dans les villes, là, tout disparaît. Les familles s'éteignent parce qu'ils ne font plus d'enfants. Les matières premières disparaissent parce qu'on les transforme. On les transforme et on les consomme, et on fait des empilements de déchets. C'est tellement vrai qu'à New York, je ne sais pas ce qui est arrivé avec cette pyramide-là. Ils étaient, il y a 20 ans, en train de construire une pyramide de déchets. Ils voulaient faire une pyramide de déchets qui aurait été vue de New York, puis ils auraient fait un parc avec ça. Mais c'était des déchets qui s'accumulaient. Alors, les villes, ce sont des trous noirs. Puis les immigrants, jusqu'au début du 20e siècle, c'était des immigrants de campagne. Les gens allaient s'installer dans l'Ouest, dans les terres à blé, du Kansas. Bon. Aujourd'hui, c'est fini, ça. C'est fini depuis un siècle au moins. Les immigrants sont des immigrants urbains. Ils se déplacent d'une ville à l'autre. Et les villes, je viens de le dire, c'est un trou noir où disparaissent les familles. Alors, ce qui arrive, c'est que l'enrichissement, la facilité, le plaisir, enfin, les Sun City, c'est-à-dire la ville de péché, les gens vont là, puis ils s'éteignent, les familles s'éteignent. C'est un phénomène mondial qui était même vrai dans le temps de Franklin, l'Américain, non. En tout cas, il disait ça, on parle du 17e siècle. C'est même vrai dans un pays comme l'Éthiopie, où les femmes, je crois que sont encore dans les environs de 5 enfants par femme. Addis Abeba, la capitale, perdrait de la population si ce n'était pas les campagnes qui remplissaient Addis Abeba. En tout cas, c'est un phénomène. Les villes, c'est un trou noir. Bon, ça j'ai dit. Alors, je vais préparer mes papiers parce que... OK, il y a une autre raison pour laquelle les gens émigrent. C'est à cause du climat. Puis là, on parle du sens des migrations. C'est un phénomène, encore une fois, toujours le même phénomène de pression démographique. Les êtres humains préfèrent, c'est pas impossible de le faire dans un autre sens, mais ils préfèrent se développer, se déplacer dans un sens est-ouest.
de ouest-est ou ouest-ouest, mais c'est une bande de peuplement qui est parallèle à l'équateur. C'est la préférence des êtres humains parce qu'ils sont habitués au climat. Alors, le meilleur exemple de ça, c'est la Sibérie. La Sibérie est juste au nord de la Chine. Attendez, je vais en parler un peu plus tard, là, parce que là, j'ai mêlé un peu ce que... Non, c'est correct. Alors, si vous mettez la photo numéro 2, vous voyez maintenant que la Chine peuplée, c'est là où c'est écrit Chine. Puis la Russie peuplée, c'est là où c'est écrit Russe. Eh bien, même si la Chine est beaucoup plus proche de la Sibérie que de la Russie, comme les Russes sont habitués à vivre à moins 40, ils arrivent à vivre et à être heureux là-dedans, ce sont les Russes qui ont conquis la Sibérie et non pas les Chinois. Et ce n'est pas parce que les Chinois n'ont pas eu le temps de le faire, parce qu'ils n'étaient pas assez riches pour le faire. Les Chinois étaient très, très riches jusqu'à il y a 3 siècles. C'est simplement un retour à la richesse qu'ils connaissent présentement. C'est le communisme qui nous a donné une chance de devenir riches en les rendant pauvres. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Alors, les Russes sont restés dans leur bande climatique, puis ils ont conquis toute la Sibérie. Les Chinois ne l'ont jamais fait, même quand ils étaient les plus riches du monde. Alors, c'est un mouvement, dans le cas des Russes, ouest-est, mais c'est dans la bande parallèle à l'équateur. C'est la même chose dans le cas du Canada. Vous l'avez de l'autre côté. Le Canada s'est développé dans un sens est-ouest, à travers le Québec, en nous noyant avec des flots d'immigration. Et les immigrants au Canada, ils ne vont pas s'installer au Nunavut. Ils vont s'installer à Toronto, qui est beaucoup plus au sud que Montréal. Ils vont s'installer à Vancouver, qui est beaucoup plus agréable. Le climat est plus agréable à Vancouver, à Toronto qu'à Montréal ou surtout à Québec. Alors, les gens ici se sont toujours déplacés dans un sens est-ouest. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose qui est intéressant. De nos jours, la Russie reçoit des immigrants illégaux. Elle les envoie en Sibérie. Alors, vous savez, devinez un peu que les gens n'aiment pas beaucoup ça. Ils n'ont pas très envie de faire venir leur famille. Ils les punissent et les envoient en Sibérie. Alors, c'est une des façons que la Russie utilise pour modérer le problème. Puis convaincre les gens de rentrer par les bons chemins. Oui, exactement. En passant, les immigrants illégaux, ils n'ont pas d'armes dans les mains. Ils rentrent avec des valises. C'est pas une invasion à la Gengis Khan, là. Alors, les gens ne peuvent pas rentrer comme ça, on crève de faim dans notre pays. C'est de ça dont je vais parler tantôt. C'est qu'ils arrivent pour qu'on les aide. Oui, mais nous, on ne peut pas. On a nos propres gens qui crèvent de faim. Ben là, c'est fini, allez-vous-en chez vous. Fait que là, quand vous arrêtez le premier, ben le 10e ne vient pas parce qu'il ne laissera pas passer. Alors, c'est pas vrai que c'est impossible à arrêter. C'est pas vrai. Bon. Et ça s'arrête même très facilement. Si vous mettez maintenant la 3e image, dans le cas de l'Amérique du Nord, est-ce qu'il est là? Oui. Voilà. Dans le cas de l'Amérique du Nord, vous avez c'est un phénomène démographique de ce que j'expliquais. Les gens se déplacent dans une bande est-ouest en Amérique du Nord. On parle des États-Unis, c'est exactement la même chose au Canada, on l'a vu tantôt. Alors, depuis 1790, à tous les 10 ans, les Américains ils font un recensement de la population. Puis à tous les 10 ans, on voit que le centre de masse, c'est-à-dire le centre où s'éparpille autour toute la masse de la population américaine, le centre de masse de la population se déplace vers l'ouest. Puis en 2010, il était rendu au Missouri. Puis il est en train de sortir du Missouri, je pense, ces temps-ci. Bon. Et ça, c'est des gens qui venaient de partout. Malgré tout, les gens suivent une tendance d'est en ouest. Attendez, ça j'en ai parlé. Les Américains, vous le voyez sur cette photo, mais évidemment, on parle du centre de masse, ça c'est pas tout le monde. Les Américains n'ont jamais voulu aller vers le nord. Ils n'ont jamais voulu. Quand ils ont voulu conquérir le Canada, c'était pour se débarrasser d'un problème qu'il y avait sur leur flanc nord. Quand les loyalistes sont entrés au Québec parce qu'ils se sauvaient, ils ont été se cacher pour être protégés par les canons de l'Angleterre parce que le Québec était déjà vaincu. Le Québec français était déjà à terre. Alors, les loyalistes sont installés au Québec juste un petit bout de temps, puis après sont repartis vers l'ouest, vers l'Ontario, entre autres, pour suivre l'expansion des États-Unis d'est en ouest. Mais c'était deux chemins parallèles. Et les voies ferrées qu'ils ont installées, plus tard les routes que le Canada a installées, suivaient en parallèle les routes américaines à l'extrémité sud de la frontière du Canada, c'est-à-dire dans la partie la plus chaude du Canada. Alors, tout s'est fait dans un sens est-ouest. C'est ça, je l'ai dit. C'est tellement vrai que les immigrants se déplacent d'est en ouest au Canada
que ceux qui rentrent ici de nos jours, ils ne vont pas, comme je disais tantôt, ils ne vont pas s'installer au Nunavut. C'est un grand pays, c'est un pays immense, qui peut contenir 100 millions de personnes, comme dit Justin Trudeau. C'est pas ça qu'ils font les immigrants modernes. C'est des immigrants urbains, puis ils vont s'installer à Toronto, qui est plus chaud que Montréal. Ils vont s'installer à Vancouver, qui est plus chaud que Toronto. Il y en a qui restent à Montréal, mais Montréal reste une ville de passage. Le Québec lui-même, en passant, la population de Toronto est à 80% constituée d'immigrants ou de fils d'immigrants. Plus que 80%. Toronto, la pure là, des Britanniques, c'est fini. Ça. C'est fini. Ça. Ils sont noyés et ça ne reviendra jamais. Sauf s'il y a une bombe atomique sur Toronto, mais ce n'est pas près d'arriver. Alors, le Québec est un pays de passage. C'est un pays d'émigration. Le Québec, c'est un pays de transition. La raison est tout à fait simple. Si vous pouvez passer la quatrième image, le Québec est simplement un pays de passage. Ce que faisaient les immigrants à toutes les époques, avant le 20e siècle, avant la moitié du 20e siècle, c'est qu'ils allaient le plus loin qu'ils pouvaient à l'intérieur du continent parce qu'ils s'en allaient dans l'ouest. Là où ça se terminait, le fleuve navigable du Saint-Laurent, c'était à Montréal. Puis un coup qu'ils étaient rendus à Montréal, ben là, ils partaient vers les États-Unis, ils partaient vers l'Ouest canadien ou vers l'Ontario. Alors, ils passaient ici 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans, 2 siècles, et ils finissaient par s'en aller. Alors, c'est simplement que la pompe à immigrants était située dans l'ouest du continent, et non pas au Québec. Aujourd'hui, ils viennent en avion, mais c'est pareil. Ils finissent par partir, je l'ai dit, la moitié de ceux qui ne parlent pas français donnent leur intention de vouloir s'en aller. Ils parlent de ça. Alors, pour vous donner une idée, les Anglais, à force d'une immigration massive, raciste, ils faisaient venir des gens qui venaient des îles britanniques, ils ont formé jusqu'à 25% de la population québécoise au 19e siècle. Aujourd'hui, là, ils sont passés de 25% à 2,5% de la population. On parle là d'un départ massif. C'était pareil pour toutes les vagues d'immigration. Les vagues d'immigration qu'on a connues là, de mon vivant, l'immigration des Vietnamiens, des Chiliens, les Boat People, il y a eu... en tout cas, tous ces groupes-là, là, ils ont été importants pendant quelques années au Québec. À un moment donné, ben, il y en a qui se sont joints à nous, il y en a dans ma famille, mais il y en a d'autres, beaucoup, qui sont partis vers l'Ouest. Et c'est le cas notamment des Italiens, des Grecs, des Arméniens. Ils sont bien québécisés, là, ceux qui sont restés, mais beaucoup sont partis. Quand j'habitais à Toronto, je rencontrais tout le temps des gens qui avaient vécu à Montréal, qui regrettaient Montréal en passant. J'ai fait Montréal à Toronto, mais Toronto, c'est là que toute la richesse était concentrée. Encore une fois, dans une intention criminelle de nous voler, mais ça, c'est autre chose. Alors, le Québec, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le Québec se vide, et c'est toujours vidé. C'est que le Québec, il y a le climat, j'en ai parlé. Au Québec, il y a l'hiver et le mois de juillet. Mais pour des gens qui viennent de pays pauvres, c'est le cas de la majorité de nos immigrants aujourd'hui, ben, c'est pas très agréable de s'installer de banc de neige puis de déglacer ses vitres le matin quand ils ont une voiture pour s'en aller, en tout cas. Il y a également le fait que le climat est mauvais, il est plus froid, plus désagréable que celui de Toronto, Vancouver, les deux autres grandes villes d'immigration. Le Québec est également plus pauvre que le reste du Canada. Attendez, je l'ai en quelque part, je vais en parler plus loin. Alors, le Québec est la province la plus pauvre. Tantôt, je vais montrer un article qui vient du Journal de Montréal qui dit qu'on est encore la province qui a le plus bas revenu disponible par habitant dans tout le Canada, y compris les 3 territoires. Alors, il y a 13 territoires, une province au Canada. Le dernier, c'est le Québec. Alors, ça, c'est dû au fait qu'on s'est fait voler, on s'est fait agresser. Ils ne nous ont pas agressés, puis ils ne nous ont pas attaqués avec des bateaux qui ont coûté des fortunes pour nous donner de la péréquation. Ils sont venus ici pour voler, c'est ce qu'ils ont fait. Encore aujourd'hui, les anglophones du Québec, qui représentent 7% de la population, se font payer avec nos taxes et impôts 3 universités, 6 cégeps, la moitié des hôpitaux sur l'île de Montréal, un méga-hôpital sur 2, ils contrôlent de 30 à 40% de l'économie québécoise, puis ils sont arrivés 150 ans après nous. Mais personne n'en parle. Les chefs indépendantistes ne veulent pas parler de ça parce que l'indépendance, ça nuit. C'est dangereux, il ne faut pas se servir de ça, il faut se faire élire.
On connaît le problème. Il y a également le fait qu'au Québec, il y a deux langues compliquées à apprendre. Puis là, c'est difficile de bien écrire l'anglais. Je le sais, j'ai vécu au Canada anglais, il a fallu que je me pratique beaucoup pour ne pas faire de fautes. C'était un gros travail. Alors, le Québec a plein de désavantages par le fait qu'il est dominé par un autre peuple. Il est plus pauvre parce qu'on nous a volé, il y a deux langues parce que l'anglais nous est imposé, le climat, ben, il est là, le climat, là, on n'y peut rien. Tout ça pour dire que la loi démographique de base en Amérique du Nord, c'est l'immigration. C'est-à-dire que c'est des pays pauvres qui se déversent sur un continent riche. Au Québec, la loi démographique de base, c'est l'émigration. Parce que si tout le monde était resté, on serait 30 millions aujourd'hui. Les gens foutent le camp, puis c'est continuel. C'est un mouvement naturel. J'insiste là-dessus. Là. L'immigration, ce n'est pas quelque chose de méchant, comme une invasion par Gengis Khan. C'est un phénomène naturel qui coule. On ne peut pas l'empêcher. Comme l'appauvrissement d'un pays qui reçoit beaucoup d'immigrants, on ne peut pas l'empêcher. C'est un phénomène naturel. Ça s'arrête quand les niveaux de richesse sont égaux ou quand il y a un problème qui se développe dans le pays de récepteur. Comme la loi démographique de base au Québec, c'est l'émigration, ça s'est produit également pour les francophones. Je l'ai dit, la moitié des francophones ont foutu le camp du Québec en 1840 et 1930. Ce qui fait quelque chose d'intéressant. Passez la cinquième image. Le Québec, en immigrant partout autour de chez lui, il y a un anneau de territoires qui sont autour du Québec où la deuxième langue la plus utilisée, c'est le français. Et c'est également vrai, évidemment, pour l'Acadie, c'est également vrai pour le Labrador, le Nouveau-Brunswick, mais c'est également vrai pour les 3 États américains, le Maine, le New Hampshire, le Vermont. J'ai vu une carte l'autre jour qui montrait la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis par État selon les régions. Puis tout ce qui est au Québec, là, autour du Québec, là, c'est la deuxième langue utilisée, c'est le français. Il y a l'exception de New York, mais à cause de la ville de New York, évidemment, l'État de New York est débalancé par rapport à New York et à Buffalo. Alors, vous avez également l'Ontario français, qui est autour du Québec. Autrement dit, vous avez le foyer francophone là, qui rayonne culturellement, puis qui encore aujourd'hui est entouré par les descendants de ces immigrants. Les Acadiens, c'est une immigration indépendante, par contre. C'est un pays indépendant. Une immigration différente. Mais ils sont quand même là. Puis en Acadie, c'est la langue dominante, en fait, c'est la grosse langue. Dans la partie nord du Nouveau-Brunswick, c'est le français. Ah, ça, je l'ai dit. Bon. Maintenant, il y a des changements culturels. Comme je disais tantôt, l'immigration, tôt ou tard, ça finit par s'arrêter. Alors, il y a des changements culturels qui sont produits aux États-Unis, entre autres. En Occident, on a eu une urbanisation massive qui est très, très ancienne. Là. Et un enrichissement très ancien parce que le territoire était neuf. Alors, on sortait du pétrole facilement, les forêts. Il y a des maisons au Québec, à Montréal, qui sont faites avec des madriers d'un pied par un pied, empilés. Aujourd'hui, chaque de ces madriers-là, ça vaudrait des milliers de dollars. Ben, il y avait tellement de forêts pas utilisées qu'ils empilaient des madriers pour faire les murs. J'en ai il y en a plusieurs dans mon quartier. Ça fait pas longtemps que ces maisons-là ont été construites, un siècle, quelque chose comme ça. Alors, l'urbanisation, l'enrichissement, évidemment avec l'enrichissement, l'éducation des femmes, a causé une dénatalité dans les villes, parce que ça fait longtemps qu'on est à 80% concentré dans les villes en Amérique du Nord. Alors, avec la dénatalité et avec l'enrichissement, il y a eu la décadence. Là, actuellement, la décadence est tout à fait évidente en Amérique du Nord. Là. Tout ce que nos ancêtres considéraient comme bien est présenté comme mal. Tout ce qu'ils considéraient comme mal, c'est considéré comme de l'extrême droite. Puis tout ce qu'ils considéraient comme mal, c'est quelque chose de bien. Ils ont inversé les valeurs. C'est quelque chose de tout à fait frappant pour tous les gens qui habitent dans les autres civilisations. Malheureusement, ça déclenche beaucoup de mépris par rapport à l'Occident. Moi, je le sais, j'y ai été, je l'ai vu, là. Ils admirent notre technologie, ils admirent notre puissance de création, tout ça, mais tout ce qui est la drogue, l'obésité, tout ça, là, non, l'Occident, là, ils considèrent comme des lâches. Enfin, c'est quelque chose d'assez courant. Malheureusement. Comme ma génération a profité au maximum de la vie, là, alors, les infrastructures au Québec et en Amérique du Nord, ils ont laissé se détériorer. Au lieu de les réparer comme faisaient nos ancêtres, puis ils en construisaient toujours de nouvelles, puis donc tout était neuf.
Là, tout s'en va à volo. Ça coûterait des trillions de dollars pour réparer tout ça. Alors, l'Amérique du Nord est en train de s'appauvrir. Et c'est un appauvrissement qui est rapide, là, qui est tout à fait évident de nos jours. Vous allez dans les villes américaines qui avant, ils étaient pleines d'énergie. New York, c'était une ville Broadway, ça explosait au niveau culturel, au niveau économique. Aujourd'hui, ça fait pic-pic. C'est assez... Alors, l'Amérique du Nord est en appauvrissement rapide, à tel point que les Mexicains, par exemple, qui rentraient à presque 1 million par année il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a un équilibre. Il y en a autant qui sortent qu'il y en a qui rentrent aux États-Unis. Le Mexique s'est enrichi, puis ils ont arrêté de faire des enfants. Alors, il y a un équilibre des pressions qui s'est produit, puis on entrevoit le jour où ça pourrait même s'inverser. Alors, ça dépend simplement du niveau de confort. Des fois, un pays est plus riche, mais parce qu'il y a plus de problèmes sécuritaires, etc., il y a une inversion quand même, parce que les gens disent, même si c'est plus riche, moi, aller me faire tuer à coups de couteau dans les rues. Là. Alors, il y a un phénomène d'inversion avant même que la pression démographique se soit égalisée. Mais ça dépend de chaque pays. Pour vous donner une idée, de nos jours, ça c'est incroyable, la Californie se vide. La Californie perd des habitants depuis plusieurs années. Les gens quittent la Californie, il n'y a pas juste Elon Musk, c'est massif. Là. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Moi, California Dreaming, là, de Mama and the Papas, là, les gens allaient en Californie parce que c'était le pays de chaleur, de belles plages, de surfing, de tout ce qu'on voulait. Mais là, c'est fini. Là. La Californie se vide, ce qui est un symbole. Il manque d'eau. Il manque de tout en Californie. Il manque d'eau, il manque d'électricité. Bon, c'est surpeuplé. Ils ont un problème d'opioïdes. Alors, c'est quelque chose de tout à fait clair, ce qui fait que les États-Unis, qui avaient l'avantage, ça, c'est un avantage que les États-Unis puis le Canada avaient, le Québec, là encore, moins à cause du chemin Roxham, c'est qu'à cause de la distance, à cause de la nécessité de traverser un océan pour se rendre au Canada ou dans le nord des États-Unis, ben, on recevait des immigrants de classe moyenne. Les immigrants au Québec, ça a toujours été de très grande qualité hein, par rapport aux immigrants du reste du monde. C'était des ingénieurs, on les fait comme mon oncle qui est parti de l'Inde. Il est rentré en Angleterre, il est rentré au Québec, il a marié ma tante, il est rentré aux États-Unis. Il a fait des millions aux États-Unis. C'est un ingénieur de très, très, très haute volée. Un pur Indien, visible, mais il avait du génie, le gars. Alors, il a réussi à faire, c'est un immigrant de très haute qualité. Aujourd'hui, avec le chemin Roxham, c'est n'importe qui. Ils ont enlevé le mur de Trump, et ils ont empêché Trump de finir son mur au-dessus des États-Unis. Il y a 2 millions de n'importe qui rentrent aux États-Unis. Quand les gens rentrent en marchant de façon illégale, ben, ce n'est pas des immigrants de qualité. Mon oncle, là, il a suivi toutes les étapes. Ils ont sauté dessus. Les compagnies avaient 10 offres d'emploi. C'est un ingénieur électronicien de haute volée. Alors, tout le monde le voulait. Alors, la qualité de l'immigration baisse, ce qui fait que c'est des gens pour laver les planchers. Là. Pas tous, là. Il y en a encore des bons immigrants. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence de niveau a beaucoup baissé. Puis actuellement, ceux qui rentrent au sud des États-Unis, ben, s'ils ne passent pas par les trucs normaux, ben, c'est parce qu'ils ne sont pas demandés. S'ils étaient demandés, ils feraient comme mon oncle, qui remplirait tous les papiers et tout le monde sauterait dessus. Alors, il y a un phénomène qui se produit présentement, c'est que autant l'Europe que les États-Unis sont envahis par des immigrants qui marchent, ce qui veut dire qu'ils sont très pauvres. Et c'est des gens, comme je disais, qui ne viennent pas avec des fusils. Là. Ils viennent, ils le disent, ils disent on va se servir de vos faiblesses pour pouvoir rentrer. Là, ben, il y a un petit bébé qui s'est noyé en 2015. Oh, le beau petit bébé qui s'est noyé. Fait que là, on fait rentrer 1,5 million d'immigrants, n'importe qui. Puis, il y a des filles qui se sont fait violer. Il ne faut pas en dire, il ne faut pas le dire, il ne faut surtout pas le dire. Oui, ils l'ont fait. Il y a eu des milliers de femmes qui se sont fait violer en Allemagne, il y a eu des agressions, etc. Puis là, les gens ont dit une minute. Puis là, c'est devenu, il y a quelques jours, l'Espagne, c'est l'enclave de Melilla, je crois, au Maroc, qui appartient à l'Espagne. Ils ont tué, en tout cas, ils ont tiré sur les gens. Ils ont tué des immigrants illégaux qui essayaient de sauter à la clôture de force. Là, ils sont tannés. La Grèce fait pareil avec des bombes lacrymogènes. Ils ont mis une barrière parce que c'est des gens qui viennent se mettre sur les systèmes sociaux, puis ça ne marche déjà pas. La Grèce a fait faillite en 2014. Elle n'est pas pour se noyer de millions de pauvres qui vont se mettre sur les systèmes sociaux. Alors, les gens deviennent beaucoup moins. Et ce qui se passe, c'est que présentement, à cause de notre... c'est généreux ce qu'on fait, là, mais ça affecte énormément nos économies, notamment en Europe, c'est qu'il y a des passeurs. Ça, c'est un vrai réseau de bandits qui ont des réseaux dans les pays pauvres, puis ils disent, là, si tu as plusieurs enfants, là,
va-t'en en Bavière. En Bavière, ils vont te donner plus d'argent. Ah, ben toi, tes deux grands-mères sont malades. OK, ben va-t'en aux États-Unis, dans l'État du Delaware. Bon, J'ai vu ça, M. Nantel, aussi à Montréal, où des groupes là, sont rencontrés pour conseiller, leur expliquer là, toutes les lois pour être capable d'avoir tous les programmes pour c'est poussé à l'extrême. Ben écoutez, moi, ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Les immigrants ne sont pas méchants. c'est Ils ça. exploitent le système. Ils exploitent le système. Si on les laisse faire, ben là, ils vont vous demander l'argent que vous avez dans vos poches. Si vous voulez leur donner, ils vont le prendre. Bon, moi, On va continuer, ouais, 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 encore. ouais. Mais les passeurs, aujourd'hui, ils utilisent des bateaux neufs et des ceintures de sauvetage. Ceux qui rentrent en Europe, là, ils arrivent avec des gros bateaux pneumatiques. Tout est neuf. Fait que l'argent vient de l'Europe. Ils envoient ça, puis là, les gars, ils payent des passeurs, puis là, ça rentre illégalement. Mais ça, c'est une limite. Là. À un moment donné, les gens n'aiment pas beaucoup ça. Je ferai une autre remarque importante, c'est que le regroupement familial de nos jours, les immigrants, partout dans le monde, font moins d'enfants. Partout sur la planète. Et quand ils font un regroupement familial, bien, ils font rentrer les vieux. Bien, si vous faites rentrer les vieux, ça n'a pas d'effet sur les pensions, sur le rajeunissement de la population. Ils rentrent avec une famille vieille. Puis comme c'est des gens qui ont tendance à être mieux formés que leur population d'origine, bien, ils ont moins d'enfants. Alors, ça n'a pas d'effet véritablement sur le vieillissement de la population. Maintenant, dans le reste du monde. Dans le reste du monde, ils sont en train de vivre un effondrement. Un effondrement dans un multiple domaine. Le sud, des pays du sud, ce qu'on appelle le pays du sud, l'ancien tiers-monde, ont toujours refusé l'immigration. Le Japon, malgré que la population diminue, même si ils vendent plus de couches pour adultes que de couches pour bébés, ils continuent d'essayer de les éviter, de ne pas faire entrer des migrants, mais sont obligés d'en faire entrer un peu. Mais le Japon, c'est zéro. Ils préfèrent laisser diminuer leur population. Il y a des Japonais qui m'ont dit on a déjà été 10 millions, tout marchait très bien. On a un qui a laissé de diminuer la population. Au lieu d'avoir beaucoup d'enfants dont on s'occupe de beaucoup de vieillards. C'est une façon de voir. Mais l'Arabie Saoudite, ils ont des millions et des millions d'immigrants et ils leur donnent aucun droit. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils les traitent de façon horrible. C'est quelque chose d'incroyable. Surtout les immigrants pauvres là, qui balayent les planchers. Puis ils les volent, ils les traitent comme des esclaves. C'est vraiment, vraiment horrible ce qui se passe en Arabie Saoudite, dans le monde, dans la péninsule arabique. Pour vous montrer à quel point la péninsule arabique traite mal ses immigrants ou ses réfugiés, l'Érythrée, qui est juste à côté de l'Arabie Saoudite, qui ont juste à traverser la mer avec un canot, là, ça se fait à la main, là, un gars tout seul. Ces gens-là quittent l'Érythrée, puis ils s'en vont en Suède, à l'autre bout du monde. Ben non, mais aller en Arabie Saoudite, ils vont vous recevoir, c'est riche. Moi, non, ils ne marchent pas comme ça, les Arabes. Ça ne marche pas comme ça en Arabie Saoudite. Alors, les gens préfèrent traverser d'immenses distances pour entrer dans un pays comme la Suède. Et ce qui se passe également, c'est que quand vous avez des environnements qui s'effondrent, naturellement, la natalité s'effondre. C'est une réaction tout à fait naturelle des êtres humains. S'il y a une grosse crise, si les gens ont de la misère à s'alimenter, dans chaque fois que ça s'est produit dans l'histoire, pendant les guerres, par exemple, où tout le monde se fait descendre, mais là, les gens arrêtent de faire des enfants et disent c'est pas le temps de faire des enfants. Alors, il y a un effondrement de la natalité. On peut le montrer dans l'image numéro 6. Ça, c'est les prévisions qu'essayent de faire l'ONU. Puis on voit qu'il y a 3 scénarios possibles. Celui où tout explose, puis personne ne croit à ça. Celui qui est au milieu, peut-être. Puis le dernier, c'est quand un effondrement en vert, là, quand un effondrement brutal de la population, de l'écosystème, enfin, c'est ce qui pourrait arriver. Puis c'est ce qui, selon moi, va arriver. Alors, il faut comprendre que la dénatalité dans une situation comme dans celle de la courbe verte, c'est une adaptation, encore une fois, naturelle à un contexte qui est mauvais. Les gens ne font pas de bébés s'ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes. De toute façon, la femme qui aurait des bébés, elle mourrait de faim aussi, parce qu'il faut qu'elle nourrisse le bébé qu'elle a dans le ventre. Alors, les gens réagissent de façon tout à fait rationnelle. Puis un autre phénomène, c'est quand on est très mal alimenté, la fécondité diminue. De toute façon, le goût sexuel diminue. Dans les camps de la mort en Allemagne, les seuls qui allaient voir les prostituées qu'il y avait dans le camp, c'était ceux qui étaient bien nourris, puis qui volaient tout le monde ou qui exploitaient tout le monde, les capots, ces choses-là. Alors, la dénatalité, c'est une adaptation naturelle à une situation catastrophique.
L'ancien tiers-monde, aujourd'hui, il s'enrichit. Et parce qu'il s'enrichit, il s'urbanise, puis la natalité s'effondre. Et ça, c'est partout, même en Afrique noire où ça se note. La natalité s'effondre par rapport à la génération avant. Quand ça a commencé, la dénatalité dans un pays, l'urbanisation, tout ça, ça n'atteint pas un plateau. Ça continue, ça accélère. Alors, il rattrape tous les autres peuples parce que tout ce qui est désagréable à proximité, c'est là où les gens réagissent le plus. Que ce soit une explosion nucléaire, une guerre, Israël-Palestine, c'est là où les gens essaient de régler le problème le plus rapidement possible. Alors, ils rattrapent rapidement les autres pays qui sont très, très loin de tout. La Scandinavie, le Canada, ils ont accepté toutes sortes de monde, puis notamment en Scandinavie, là, il y a des violences. Bien, les gens le regrettent aujourd'hui, ce qu'ils disent, mais c'est parce qu'ils étaient très confortables, qu'ils ont accepté de souffrir un peu plus, qu'aujourd'hui, c'est devenu invivable. Ils le disent tous. Alors, le plus simple, quand vous vous enrichissez, quand vous voulez devenir riche, c'est pas d'émigrer, c'est de développer votre propre pays. Avec les gens, c'est pas compliqué aujourd'hui. Vous envoyez un ingénieur étudier aux États-Unis ou en Chine, puis quand il revient, bien, il sait faire les choses, il développe son propre pays, il devient riche, puis le pays démarre. Alors, les pays finissent par se rattraper, puis le niveau de confort finit par être à peu près le même. C'est à ce moment-là que l'immigration s'arrête. Alors, le meilleur exemple, bien sûr, c'est la Chine, qui a déjà été puissance dominante, qui est tombée à presque rien, entre autres à cause du communisme, puis là, qui est en train de repartir. C'est simplement un retour à la normale pour la Chine. Eh bien, en Chine, la la natalité s'est effondrée à un niveau que jamais personne n'aurait pu imaginer. Ils seraient rendus, selon certains démographes, à 1,1 enfants par femme, puis dans certaines provinces où il y aurait 60% de garçons. Or, dans un pays, ce qui est important, ce sont les femmes. C'est les femmes qui font les enfants, c'est les femmes qui assurent l'avenir de l'humanité, c'est elles qui font les enfants. Alors, la Chine là, fait face à un problème gigantesque de pollution, de dénatalité, de déstructuration de ce qui l'a fait si puissante pendant des millénaires. La Chine, dans 30 ans, par exemple, ils vont avoir besoin entre 200 et 400 millions d'immigrants. Ils vont les prendre où? Parce que plus personne ne fait d'enfants sur la planète. Alors, vous voyez très bien ce que je suis en train de vous dire. Les pays musulmans, c'est pareil. Les pays musulmans, là, ils disent on est 1 milliard, 1,5 milliard de musulmans, puis on va être 2 milliards, puis après 4 milliards, on va reconquérir le monde. Eh bien, c'est fini. Les statistiques concernant le monde, si vous mettez l'image numéro 7, vous voyez que la chute des pays musulmans, là, vous pouvez le voir, là, le nombre d'enfants par femme, ça a chuté. La Tunisie, la Libye, ça s'est effondré. Ils sont en train, là, puis en passant, ça date de 2015. Ça continue, ils sont rendus dans des niveaux semblables à ceux de l'Europe. Fait que là, c'est ce que je disais tantôt, les pressions démographiques commencent à s'équilibrer. Puis ces pays-là se sont très enrichis. Ils ont de l'industrie, ils ont bien sûr du pétrole, du gaz, mais la pression démographique est en train de s'équilibrer, là. C'est pareil pour ce qui est des Caraïbes. Est-ce qu'on voit les Caraïbes sur ce moment-là? Y a-t-il la Caraïbe en quelque part? Haïti. Regardez Haïti, qui est passé de 5,64 enfants en 1975, qui est tombé à 2,80. C'est plus bas que ça aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2,5 à peu près de nos jours, 2,4. Bon. Alors même Haïti, Cuba est en bas de 2,2 en 2015. Alors les Caraïbes se sont effondrés également. Fait que ça veut dire que si vous attendez 20-30 ans, vous allez prendre où les 200-400 millions d'immigrants dont la Chine a besoin? Fait qu'il va y avoir un arrêt naturel de l'immigration à l'échelle mondiale. L'Afrique elle-même va s'effondrer. L'Afrique, la raison pour laquelle l'Afrique, c'est la seule région, sauf quelques pays par-ci par-là, mais c'est le seul continent, l'Afrique noire, continue à exploser. Mettez l'image numéro 8. C'est parce que l'Afrique, elle est isolée. Elle est naturellement isolée. C'est un continent qui est complètement fermé par le désert au nord. Vous avez, après le désert, il faut traverser des pays du Maghreb, qui ont beaucoup d'enfants encore. Il faut traverser la Méditerranée, il faut traverser des montagnes en Europe pour se rendre en Europe. Alors ça prend beaucoup d'argent, puis ça prend quelqu'un en Europe qui envoie de l'argent pour que les gens puissent faire ce trajet-là. Eh bien, l'Europe est en train de s'appauvrir à très grande vitesse. Alors, il n'y aura plus d'argent qui va partir d'Europe pour financer ces voyages-là. La raison pour laquelle l'Afrique est difficile,
c'est qu'elle a toujours eu de la difficulté à communiquer avec le reste du monde. C'est un plateau surélevé, puis toutes les grandes rivières, les grands fleuves en Afrique, il y a des cataractes du côté non-africain. Alors, ça empêche les contacts par bateau. Le pourcentage de contacts est inférieur, donc il y a un problème de communication avec l'extérieur, ce qui fait que l'Afrique a toujours été retardataire par rapport au reste du monde. C'est des mauvais contacts avec le reste du monde. Alors, de nos jours, ce qui change en Afrique, qui change dans le monde entier, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est l'Internet, la télévision, tous les moyens modernes de communication qui sont une révolution parce qu'au lieu de déplacer les biens, de déplacer les hommes, aujourd'hui, vous déplacez des idées qui pèsent rien. Des idées, des technologies qui pèsent rien. Vous pouvez, en milieu de l'Afrique, faire transmettre un plan d'un réacteur de fusée. Alors, si vous savez lire ça, puis vous êtes capable d'aller chercher le métal, l'Afrique est en plein boom, puis là, ils commencent à apprendre tout ça. Quand j'étais en Chine, il y avait plein d'Africains dans le groupe avec lequel j'étais, et ils apprenaient à faire ça. Alors, l'Internet propage des idées, des technologies, toutes sortes de trucs qui sont révolutionnaires pour les Africains. Alors, l'Afrique, là, penser que dans 80 ans, ils peuvent faire des prévisions démographiques sur l'Afrique, c'est complètement ridicule. Maintenant, on a dit, l'immigration, ça vient de l'économie surtout. Ah, tout le monde l'a compris, là. Avant, les gens ne croyaient pas, mais là, je n'étais pas tout seul à en parler, mais les gens ne croyaient pas. Tout le monde sait qu'il y a une grosse crise qui s'en vient. Crise d'hyperinflation, bon, moi je dis que c'est une crise d'origine environnementale. Je l'ai dit l'autre jour, je le répète, on n'a plus d'eau, il n'y a pas d'eau disponible sur la planète. On peut faire de l'osmose par l'osmose inversée, mais ça donne de l'eau qui est 4 fois plus chère que l'eau qu'on trouve dans les nappes phréatiques. Bon, alors la Californie manque d'eau, etc. Il y a des feux qui... Bon. Alors, on manque d'eau, on manque de pétrole. Le pétrole a dépassé son pic de production. On manque de terre, on manque de gaz, on manque de matières rares, on manque de tout. Alors, en 2022, aujourd'hui, c'est la fin d'une époque de croissance puis le début d'une époque de décroissance, notamment dans les pays riches. L'Europe, qui refuse le pétrole et le gaz russe, là, va y goûter dans les mois qui viennent. Alors, dans le vieux monde, c'est-à-dire l'ancien monde, là, le nouveau monde, c'est nous, les 3 Amériques, ils vont s'entretuer. Quand vous avez une crise vous savez que la majorité des révolutions qui ont eu lieu dans l'histoire, ça a été précédé par des famines ou des manques de production agricole. La Révolution française, la révolte des patriotes en 1937, enfin, si vous faites le tour, vous allez voir, les Russes, avec la Révolution de 1905-1917, c'est des mauvaises récoltes. Alors, quand vous avez ça, les gens deviennent en colère, puis là, il se passe 2 choses. Soit vous avez une guerre civile à l'intérieur du pays, puis là, vous détruisez tout, parce que les histoires entre frères et sœurs, entre voisins, puis il n'y a pas de ligne de combat. Les villes sont à feu et à sang, puis ils ne produisent plus rien, puis ça fait un effet boule de neige. Ou, deuxièmement, le gouvernement, pour se protéger d'une révolte, ben, il utilise la population pour aller se battre contre les voisins. On va aller récupérer l'Alsace-Lorraine, puis là, ils font tuer 10 millions de personnes de plus, jusqu'à ce qu'ils aient arrêté d'avoir cette pulsion, parce qu'ils sont assez nombreux, ils arrêtent de se battre. Alors, le vieux monde, moi, je pense, il va y avoir des guerres, il va y avoir des famines, des épidémies. Ça, c'est les 3 gros tueurs de l'histoire de l'humanité. Les guerres font fuir les agriculteurs, on le voit en Ukraine. Les guerres détruisent les récoltes. Les gens rentrent en famine. Leur système immunitaire s'appauvrit. Puis là, les épidémies rentrent dans le tas puis tuent les gens les plus faibles, évidemment. On le vit avec la COVID, ça tuait surtout des personnes âgées, etc. Alors, ça va se produire. Il y a des bombes atomiques aujourd'hui qui sont éparpillées un peu partout. Mais il y a quelqu'un qui va finir par s'en servir. Moi, je soupçonne bien sûr Israël, les Palestiniens. Pas qu'Israël va attaquer les Palestiniens. Que les terroristes islamistes vont utiliser une bombe atomique sur Tel Aviv, puis les Juifs, pour se défendre, parce qu'ils ne veulent plus se faire massacrer sans réagir, ben, ils vont tuer tout le monde autour. Là. Enfin, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. La devise du Mossad, le service secret israélien, c'est « Si quelqu'un vient pour te tuer, tue-le ». C'est assez clair. Puis en Israël, quand les gens disent « Never again », plus jamais ça. Ils parlent des massacres. Plus jamais. Ça ne se produira plus qu'on va massacrer des Juifs sans qu'ils se vengent. Puis là, ils ont des armes nucléaires.
Fait que ça va finir par sauter. Ça ne peut pas vivre 1 million d'années comme ça. Alors, arrangez-vous comme vous voulez. L'Égypte, ça c'est un autre bon exemple. L'Égypte a 110 millions d'habitants aujourd'hui. Puis ils continuent, ils sont dans les 2,3 enfants par femme, c'est-à-dire que la population continue d'augmenter. Les Égyptiens vivent dans la vallée du Nil. Or, en haut de la vallée du Nil, en amont, il y a le barrage d'Aswan. Si quelqu'un, ça pourrait bien être les Juifs par exemple, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui fait sauter une bombe dans l'eau du barrage d'Aswan, derrière le barrage, vous faites sauter le barrage, puis là, vous allez avoir des milliards de litres d'eau, c'est-à-dire un tsunami qui va traverser l'Égypte dans la vallée du Nil. On parle de dizaines de millions de morts. Puis ceux qui vont survivre, on ne pourra pas les aider parce qu'ils sont trop nombreux. Vous avez vu ce que ça donne, un tsunami? Il ne peut pas passer, les camions, les routes, tout est fermé. Bon. Alors, il y a toutes sortes de problèmes qu'on a dans le vieux monde qui s'accumulent, puis là, ils vont nous revoler dans le visage. Quand il y a une crise, je l'ai dit tantôt, après une crise économique, la natalité s'effondre encore plus rapidement. Parce que les gens, là, des fois, ils disent, on fera des enfants dans 10 ans quand la crise sera finie. Ça dure 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, ils deviennent trop vieux, ils meurent. Puis là, ils n'ont pas eu d'enfants. Fait que les populations peuvent s'effondrer à un rythme fabuleux. Alors, pour ce qui est de l'immigration maintenant, quand on a faim, le peu d'argent sur lequel on peut mettre la main, on s'en sert pour acheter de la nourriture, qui est hors de prix parce qu'elle est rare. Et on ne part pas on ne commence pas à marcher pendant des milliers de kilomètres pour se rendre en Suède. On essaye de se nourrir. Alors ça aussi, ça arrête l'immigration. Pour rassurer M. Brochu, je suis en train de finir. Alors, là, on a parlé du phénomène naturel qui va finir par s'arrêter de lui-même. Puis ça, c'est maintenant. Là. C'est fini. Là. C'est fini, ces folies-là. Maintenant, il y a la fin de l'immigration légale. En Occident, les systèmes sociaux vont sauter. Il y a trop de vieux, il y a trop de gens dans les hôpitaux, il y a trop de gens qui ont besoin d'assistance sociale. Les entreprises vont faire faillite, il n'y aura plus assez d'argent. Ils impriment de l'argent, bien là, vous avez de l'hyperinflation. Alors, les systèmes sociaux vont sauter. Puis quand vous avez un produit comme ça, surtout un pays comme le Québec qui produit 30% de la nourriture qu'il consomme, il faut qu'on l'achète ailleurs, on va vendre de l'électricité, mais à un moment donné, on n'aura plus assez de biens pour nourrir tout le monde et surtout pas des immigrants illégaux qui rentrent à Roxham. Alors là, ça va se fermer, ça. Quand vous avez un phénomène aussi brutal, vous avez un changement de civilisation et de système politique, d'habitude. Mettez l'image numéro 9, s'il vous plaît. Vous avez ici l'immigration. Les gens qui me disent, là, c'est pas grave, ils vont tout le temps rentrer des immigrants. Non, regardez, là, les années 30, vous les avez devant vous. Là. Il y avait presque plus d'immigrants en Amérique du Nord. Parce que les gens n'avaient pas d'emploi. Il n'y avait pas d'argent pour faire venir des gens de l'Europe pour aller peupler l'Amérique. Alors, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté en 1945 parce que les Américains ont recommencé à produire. Puis là, l'immigration a continué à augmenter. Et regardez, dans les années 90, ils ont été jusqu'à 1,8 million d'immigrants par année. Puis là, récemment, en 2021, il y a eu 2 millions, plus que 1,8 million qui sont rentrés parce que les pauvres qui viennent d'Amérique latine, surtout de l'Amérique centrale, ils sont rentrés aux États-Unis sans permission, c'est-à-dire n'importe quand, puis ils ont laissé rentrer. Alors, le résultat, c'est que vous avez des pics de... Mais ça, c'est facile à contrôler. Il y avait qu'à finir le mur de Trump. Ils n'ont pas fini. Alors, mais regardez, là, les années 30, l'immigration s'est arrêtée à cause de la crise. Quand l'anarchie s'installe dans un pays, comme ça s'installe un peu partout là, sur la planète, au Sri Lanka, ou en Somalie, la Somalie est en train de se diviser en 3 pays différents. C'est naturel, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de méchants qui complotent pour faire exploser la Somalie ou pour que la population aille détruire la maison du premier ministre au Sri Lanka. Alors, quand l'anarchie et la misère s'installent comme ça sur la planète, ça donne lieu à des dictatures. Et si les gens essayent de rentrer comme Gengis Khan de force dans le pays, ben là, les gens, ils se défendent, ils mettent un dictateur, puis le dictateur est ça dans le tas. Fait que les gars de Gengis Khan, en passant, ce qui a arrêté les invasions de Gengis Khan, c'est l'invention des armes à feu. Parce qu'on pouvait tuer les cavaliers qui attaquaient auparavant librement. Ils venaient attaquer avec des petites épées et des couteaux. Alors, on les tuait à 1 kilomètre de distance, ça a été fini les invasions. Les gens disent, ouais, on ne peut pas faire ça aujourd'hui, arrêter les Gengis Khan par qu'on m'explique, même de façon pacifique,
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer où sont passés les 10% de Français qui habitaient en Algérie en 1960? Ils sont passés où? Est-ce qu'ils ont été, sont partis en vacances? Non, ils ont été jetés dehors parce qu'ils posaient des problèmes à l'Algérie. Un grand coup de pied dans le derrière, sortez d'ici, ils sont partis, puis il n'y en a presque plus. Il y en a encore, mais presque personne. C'est les pieds noirs là, qui ont été en France. Bon, alors ça se fait, ça se fait. La Turquie comptait 15% de non-musulmans en 1900. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Ils sont passés où? Le Liban, c'est pareil, il était majoritairement chrétien. Aujourd'hui, c'est musulman à 60-70%. Ils sont passés où? Ben, ça se fait, mais ça se fait d'une façon qui n'est pas belle. Et qu'on ne me dise pas que ça ne se fait pas parce que ça s'est fait à travers de l'histoire tant que les gens ont voulu. Bon. Maintenant, pour revenir au cas du Québec. Montréal, quand l'immigration va s'arrêter comme dans les années 30 aux États-Unis, Montréal va se vider. Parce que la moitié de ceux qui ne parlent pas français parmi les immigrants disent qu'ils vont s'en aller, qu'ils songent à s'en aller. Bien, quand ça va être pauvre, avec des rues défoncées, et qu'on ne peut plus rien réparer parce qu'ils ont tout gaspillé, bien, Montréal va devenir, autrement dit, même Montréal va voir le pourcentage de francophones augmenter. Pas parce que ça me fait plaisir particulièrement, c'est un phénomène naturel. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. C'est un phénomène naturel. Les immigrants, c'est ça, un autre phénomène avec les immigrants qui est intéressant au Québec. Quand on écoute les adultes, parce qu'on est des adultes, on écoute les adultes parler, les immigrants parlent entre eux, ils parlent en anglais, mais moi j'ai bien vérifié, puis leurs enfants parlent français. Leurs enfants, ils parlent la langue de leurs ancêtres avec leurs parents, puis ils parlent français entre eux. Les parents se parlent parce que c'est la langue qu'ils ont appris dans leur pays d'origine, qui viennent de partout sur la planète. Aujourd'hui, une très forte proportion des immigrants qu'on reçoit au Québec, et c'est pas majoritaire, mais c'est pas loin, c'est des francophones. Fait qu'autrement dit, quand l'immigration va s'arrêter, on va assimiler facilement ceux qui parlent français, puis ceux qui ne parlent pas anglais, ben, ils vont finir par s'en aller parce que c'est leur désir de toute façon. Et moi, je le dis aux gens, si je vais mettre l'image numéro 10, moi, je le dis aux gens, je leur dis, ça c'est toujours dernier, je voulais montrer aux gens que le Québec, c'est plus pauvre, c'est ça, j'ai mis au mauvais endroit dans la liste. Ça vient du Journal de Montréal qui a été publié le 21 mai 2019. Je l'ai vu ailleurs. C'est le revenu disponible par habitant qui croît plus vite au Québec que dans l'ensemble du pays, mais ça ne change rien qu'on est toujours les derniers. Les Québécois gagnent par habitant 28 785 $ par habitant par année, alors que les Yukonais, par exemple, gagnent 43 959, qui vivent en grande partie des impôts qui viennent du Québec. La moyenne canadienne est de 32 300 $ par habitant. Alors moi, je le dis aux gens, là, vous avez la preuve. Dis aux gens, quand vous rencontrez un anglophone qui nous méprise, qui ne veut pas apprendre l'anglais, dites-lui que le Québec, c'est la plus pauvre des provinces du Canada. Il va s'en aller, on va rester avec ceux qui sont les bons immigrants, les mauvais qui s'en aillent, et s'ils ne nous aiment pas, puis ils veulent mieux qu'ils s'en aillent. Alors, gênez-vous pas, dites-leur. Et vous pouvez facilement trouver des preuves de ça ailleurs. Bon. Alors, c'est ça. Quand l'immigration va s'arrêter en Amérique du Nord, le Québec va devenir de plus en plus français. Et on va se retrouver. Moi, je pense qu'on va gagner. En fait, je suis certain qu'on va gagner parce qu'ils n'ont jamais réussi quand ils étaient la plus grande puissance mondiale. Ils ne réussiront pas plus maintenant qu'il y a une crise qui va tout arrêter. Bon. Maintenant, ouais, c'est ça. J'insiste tout le temps. La crise qui commence, c'est pas quelque chose de drôle. Ça va frapper tout le monde. Mais, je répète, je l'ai dit l'autre jour, l'humanité va très facilement survivre à cette crise-là, sans aucun problème. Ce sont les individus qui vont souffrir. C'est les individus qui vont être le mieux préparés, qui vont s'en sortir le mieux. D'où la dernière vidéo qu'on a faite. Et au niveau de la population humaine va s'effondrer, va baisser de façon drastique. C'est inévitable parce que l'environnement ne peut plus nous supporter. Alors, on va se retrouver avec très peu d'êtres humains sur la planète. Et ceux qui vont gagner, je parle des nations, celles qui vont gagner par rapport aux autres, c'est celles qui vont baisser moins vite que les autres. Alors, ça se pourrait qu'un pays comme le Québec, parce qu'il y a plus de ressources, les trois Amériques, on a plus de ressources qu'ailleurs, ça se pourrait qu'on finisse par être au-dessus du paquet, mais avec des populations bien moindres, mais qui vont être plus importantes, des populations de jeunes plus importantes que dans les autres pays du monde. Maintenant, si quelqu'un veut montrer l'image 11, si quelqu'un veut en savoir plus sur ce que j'ai fait 20 vidéos sur la crise, puis vous avez toute la liste là, on va la mettre dans la description de la vidéo. Puis j'ai également écrit un livre de géopolitique, ça c'est l'image numéro 12.
qui vous permet de comprendre d'où viennent toutes les idées que j'expose. Et je termine en disant que, je répète une dernière fois, tout ce qui concerne l'immigration, c'est un phénomène naturel. Les êtres humains ont très peu d'influence là-dessus. On en a, on peut calculer le nombre d'immigrants, on peut le diminuer, mais c'est un phénomène qui est naturel. On peut le bloquer, le Japon le fait, beaucoup de pays le font, la Chine, la Corée du Sud qui perd de population, refuse l'immigration. Mais en général, c'est un phénomène naturel et il faut dépenser beaucoup d'énergie pour l'arrêter. Alors, c'était ce que je voulais dire. Monsieur Nantel, vous allez avoir beaucoup de questions, je crois, dans les commentaires de la vidéo. Il y a des gens qui avaient des questions ou des petites remises en question sur ce que vous avez dit. Et ça va être intéressant à suivre là dans les commentaires de la vidéo. Monsieur Nantel, merci beaucoup. Puis on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, il va être question de quoi? J'aimerais parler de l'érosion de nos droits. Ça, c'est extrêmement important. Les gouvernements occidentaux ne respectent plus les constitutions, ne respectent plus les chartes de droit, et c'est de plus en plus commun, surtout depuis 2-3 ans, depuis la COVID. Et les gens, parce qu'ils n'aimaient pas Trump, ils disent « Ah, ben c'est correct qu'ils fassent ça. » Non, c'est grave, ça vous touche chacun personnellement. C'est comme si on vous enlevait votre manteau d'hiver l'hiver. C'est important ce qui se passe, puis c'est troublant. Alors, je vous remercie pour m'avoir reçu. Merci, M. Nantel, puis on se reparle la semaine prochaine.